Je le prends mal, je te dis juste que ça a été calé au départ. Voilà. C'est là. Bonjour à tous, il est 14h02, on va attaquer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Samuel Bulot, je suis éleveur laitier en région Bourgogne-Franche-Comté et c'est ma toute première conférence. Donc merci, une salle comme ça pour une première conférence, ça me touche. Je suis administrateur à la FNPL et du coup on vient avec mes collègues vous présenter cette conférence sur l'organisation du travail en élevage laitier. Parce que la filière laitière a bien compris que l'organisation du travail était un élément clé du renouvellement des générations et de l'attractivité du métier. Je pense qu'il y a une grande part de jeunes dans cette salle. Si vous êtes là, c'est que l'agriculture et je l'espère l'élevage vous motive. Au-delà du prix du lait ou du prix des produits qu'on vend en tant qu'agriculteur, qui est notre première motivation, le gros point noir reste l'organisation du travail. L'astreinte en élevage laitier, vous la connaissez tous. La filière laitière, c'est aujourd'hui 50% des éleveurs qui ont plus de 50 ans, presque 1 litre de lait sur 2 qui va changer de main dans les 5 à 10 ans. Donc, si on veut garder une dynamique, on n'a pas le choix. C'est l'organisation du travail qui va nous permettre d'avoir une acceptabilité sociale, parce qu'aujourd'hui, même si on aime notre travail et on est prêt à faire des heures, mais on ne peut pas être complètement déconnectés de notre famille, de nos copains d'école et qui eux ont des autres métiers où ils passent peut-être un peu moins de temps. Et du coup, pour moi, ça reste un enjeu fort. Du coup, je suis très content d'animer cette conférence avec vous. Le CNIEL, en fait, a compris que il fallait absolument identifier qu'est-ce qui pouvait être des freins ou des problèmes à l'installation. Donc, on a un groupe qui s'appelle le groupe Évolution des structures agricoles, qui travaille en lien avec l'Institut de l'élevage, dont nous avons Sophie qui va nous présenter un dossier tout à l'heure, France Agrimaire, les centres de gestion, la MSA. Tous les partenaires agricoles sont bien conscients que l'attractivité du métier, l'attractivité de la filière, ça restera le point clé au-delà de la rémunération des éleveurs. 2 mots sur moi, je suis donc éleveur installé en ERL, tout seul, associé, mais avec 1,5 équivalent temps plein salarié, donc un salarié à temps plein et un autre à temps partiel. C'est une gestion qui est particulière. C'est peut-être et sans doute un point clé pour l'avenir. Il y a des jeunes qui veulent s'installer, il y a des jeunes qui ne le souhaitent pas forcément. Le salariat, je pense que c'est vraiment quelque chose, une question qu'il faut se poser. Il y a des outils qui vous seront présentés pendant cette conférence sur la crédibilité du salariat ou de l'association. L'attractivité des métiers, le CNIEL y a travaillé, c'est la présentation que Noël va vous faire là maintenant, au travers le baromètre social que Noël va vous présenter sur la façon dont les éleveurs vivent leur métier
et en acceptent entre guillemets les contraintes. À toi, Noël, oui. Donc j'espère que c'est bon. Vous m'entendez bien? D'accord. Pardon? Il faut que je crie alors. Non, on va essayer. Faut que vous soyez silencieux. Donc, Noël Paolo, donc je suis directrice des études au CNIEL, c'est-à-dire que je mets en place des études à la fois sur les comportements de consommation des produits laitiers, pour savoir qui consomme, et également des études sur l'image des produits ou l'image de la filière. Et par ailleurs, donc on a mis en place depuis 2019 un baromètre qui s'appelle le baromètre social, dont l'objectif est de mesurer la qualité de vie au travail des éleveurs laitiers. Donc c'est une étude assez complexe parce que pour mesurer la qualité de vie au travail, ce n'est pas au travers d'une question qu'on peut évaluer cette qualité de vie. On a donc travaillé sur 5 grandes dimensions. La reconnaissance, c'est-à-dire la manière dont les éleveurs se sentent reconnus par la société. La thématique, bien sûr, du revenu, de la sécurité économique. L'attachement au métier, la fierté d'exercice au métier. La charge de travail, la difficulté, la pénibilité. Et enfin, la manière dont les éleveurs se sentent soutenus et partagent autour de leur métier. Donc, au travers de ces 5 thématiques, on a 16 critères qui sont évalués sur une note de 1 à 10. Et on a fait une note globale qui permet d'avoir un indicateur qui fait partie d'un indicateur de France Terre de Lait. France Terre de Lait, c'est la démarche de responsabilité sociétale de la filière, dans lequel on a une performance, c'est-à-dire améliorer les conditions économiques, la question de la rémunération, mais également les conditions de vie. Et on s'est mis un objectif sur les conditions de vie, de voir comment améliorer les conditions de vie des éleveurs. Donc, c'est une étude qui a été lancée en 2019 et on s'est mis un objectif en 2025 de progresser sur cet indicateur-là. Donc, je vais vous présenter les résultats et la méthodologie, c'est-à-dire l'étude qu'on a utilisée, c'est la ZAPET. Donc, on a mis en place cette étude avec un cabinet d'études qui s'appelle Adéquation et qui est spécialiste des études dans le milieu agricole. On a un échantillon important. C'est-à-dire on a plus de 800 éleveurs laitiers de plus de 20 vaches qui ont été interrogés sur toute la France. Donc vous avez là la question régionale et donc on regardera également avec un peu d'attention ce qui se passe sur la région ouest. Ce sont les chefs d'exploitation qui ont été interrogés et globalement, ces 812 éleveurs laitiers, on peut dire qu'ils sont représentatifs de l'univers des éleveurs laitiers en France. Et on a également analysé selon un certain nombre de critères. Cet indicateur, on l'a au global, mais on l'a par région, mais on l'a aussi par type d'exploitation. Donc, vous allez avoir quelques-uns de ces résultats. Mais je voulais vous présenter le cadre de cette étude pour vous montrer la solidité et elle est renouvelée tous les ans. Donc là, vous avez les 16 critères qui sont sur un axe qui va de gauche sur les notes, les plus mauvaises notes, à droite sur les meilleures notes. Donc peut-être que vous n'y voyez pas et vous avez les 5 dimensions, mais je vais vous les commenter. Donc à droite, ce qui porte le métier, la fierté d'exercice. On a des notes extrêmement positives avec une note sur 10 qui est à 7,9, donc très bonne note, avec près de 70% des éleveurs qui donnent une note supérieure à 8. Donc fierté du métier, attachement au métier, vous voyez, également, donc très bonne note, un métier dans lequel je m'épanouis. Donc ça, ce sont des dimensions très porteuses. Mais quand on regarde cette dimension attachement au métier, malgré tout, ici, vous avez la même couleur, c'est cette même dimension. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on est fier et attaché au métier que pour autant, les éleveurs ont envie d'inciter les jeunes à rentrer dans le métier. Donc, il faut se poser cette question. Bon, après, c'est toutes les difficultés qu'on va voir sur les mauvaises notes qui font qu'effectivement, le métier est difficile. Donc, fierté d'exercice, attachement. Deuxième dimension, positive. Je me sens soutenue par mes proches. Je me sens soutenue par mon entourage professionnel. Pour autant, je me sens isolée. Donc, dans cette dimension, on a malgré tout ce sentiment d'isolement.
C'est vrai que le tissu social de l'élevage s'est distendu. Il y a moins d'éleveurs. On a une baisse considérable du nombre d'éleveurs. Dans certaines régions, il y en a de moins en moins. Et la charge de travail est forte. Et donc, du coup, le fait de pouvoir se rencontrer, d'être soutenu par d'autres éleveurs, c'est de plus en plus difficile. Donc, on se sent soutenu, mais malgré tout, on se sent isolé. On va passer maintenant sur les difficultés du métier. Donc, les difficultés du métier, effectivement, et on va le voir, c'est notre thématique, c'est la question de la pénibilité et de la charge de travail. C'est vrai que c'est un métier qui requiert une présence 365 jours par an. 2 fois par jour, il y a la traite. Donc, c'est vraiment un métier très prenant. Parfois, quand vient l'âge, des difficultés de charge de poids, de choses à porter. Donc, c'est un métier difficile. Donc, c'est vraiment ce qui obtient les plus mauvaises notes dans notre indicateur. Et également la reconnaissance. C'est vrai que les éleveurs laitiers se sentent mal aimés de la population. Vous voyez, la note est inférieure à la moyenne. On a une note de 4 sur 10, alors que quand on fait des études auprès des Français, globalement, les Français ont confiance vis-à-vis des éleveurs laitiers. Ils ont une bonne image de l'élevage laitier, mais les éleveurs laitiers se sentent mal aimés. Alors c'est vrai qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a des militants ou des voisins qui posent des questions aux éleveurs de plus en plus fréquemment. Et donc du coup, ils se sentent mal aimés. Donc voilà ce qui pêche dans le métier. Et après, bien évidemment, on ne peut pas occulter la question du revenu, puisqu'effectivement, on a là... les éleveurs arrivent à se dégager un revenu acceptable. On a une note tout juste à la moyenne de 5 sur 10. Sur la rentabilité de l'activité laitière, on a une note également à la moitié à 5,6 sur 10. L'optimisme vis-à-vis de l'activité laitière pour demain, de la même manière, on est juste à la moyenne. Donc on a 2 items ou 3 items qui sont très forts, fierté de métier, attachement, qui ont des très bons scores, mais sur les 16 items, on en a 7 qui obtiennent des notes inférieures à 5. Donc à partir de toutes ces variables qui sont intéressantes en soi parce qu'elles nous permettent de comprendre cet indicateur général, on a donc calculé un indicateur national. Et donc, oui, pardon. C'est-à-dire que les notes étaient en négatif et on les a remises en positif pour pouvoir être dans la diagonale, pour pouvoir le mettre. C'est-à-dire que l'attachement, ils disent que, on va repasser à la précédente, sur la pénibilité, c'est un métier très pénible. Donc ils ont mis une note de 7. Mais pour que ça soit présenté dans le cadre général, on a inversé pour que ce soit plus facile à présenter sur les variables porteuses et celles qui sont en frein. Donc, l'indicateur général, malgré tout, il est à la moyenne. Il est même légèrement supérieur à la moyenne, puisqu'on a une note donc, qui est de 54,5 sur 100, c'est-à-dire la moyenne de ces 16 items a été moyennée et rapportée sur 100. Et globalement, on a un tiers des éleveurs qui sont en dessous du score de 50, un tiers qui sont entre 50 et 60, qui sont à la moyenne, et un tiers qui ont des bonnes notes. Donc globalement, les 2 tiers des éleveurs vivent correctement leur métier. Par contre, un tiers est en difficulté et effectivement a des notes inférieures à 50. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur le plan national, je vous ai donné le chiffre national, mais on a des différences. On peut analyser les résultats sur comment cet indicateur est meilleur chez certaines populations ou moins bon chez d'autres populations. On va d'abord regarder la variable régionale. Donc, vous voyez que la région ouest, Bretagne, centre-ouest, Normandie, enfin, tout ce qui est dans l'ouest, a des scores à la moyenne donc, de cet indicateur. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'on a une dégradation sur le centre-ouest. On avait, lors du premier baromètre en 2019, une note qui était à 57,5 et on a baissé, on est à 55. Et c'est un résultat en baisse significatif. On regarde avec attention la région ouest parce qu'on voit des dégradations sur un certain nombre d'indicateurs. Et c'est pour ça que Guillaume viendra sur certaines explications sur cette région particulière. Sur la région sud-est, une note à 56,4. Dans l'est, 57. Ce sont les 2 régions qui obtiennent les meilleures notes. Mais bon, inquiétude sur la région centre-ouest. Sur l'indicateur, il est particulièrement bien noté chez les éleveurs bio.
Donc, on a un indicateur qui est à 61,6. Chez les nouvellement installés, entre guillemets, depuis moins de 10 ans, chez les jeunes éleveurs de moins de 45 ans, on a un indicateur à 57,7. Et plutôt également dans les GAEC, où la note est un peu inférieure. Par contre, des notes qui sont inférieures chez ceux qui sont installés depuis plus de 10 ans, chez les plus âgés, chez ceux qui sont en exploitation conventionnelle ou ceux qui ont un niveau d'études BEP ou CAP, à contrario de ceux qui ont un bac pro ou supérieur, qui ont une note supérieure. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a également analysé les perspectives d'évolution de la production laitière à l'horizon des 5 ans. Est-ce que vous aurez augmenté votre production laitière, vous l'aurez maintenue ou vous l'aurez réduit? Donc globalement, on a 13% qui envisagent d'augmenter leur production laitière, 53% qui envisagent de la maintenir, mais on a un tiers des éleveurs qui envisagent d'arrêter leur production. Et là aussi, un point d'attention, et c'est pour ça que au CNIEL et à la FNPL, on est très attentif à ces informations. On voit que sur le centre-ouest et en Bretagne, on a davantage d'éleveurs qui ont l'intention de cesser ou de réduire leur production laitière. Et surtout, on a augmenté notablement entre 2019 et 2020, puisqu'on en avait 19% dans le centre-ouest en 2019, on en a 37%. Donc là aussi, un point d'alerte et un point d'inquiétude sur cette évolution. Alors, dans ces un tiers qui envisagent de réduire ou d'arrêter, globalement, on a la moitié qui vont arrêter pour des raisons de retraite, donc ils vont partir à la retraite. Et quand on leur demande effectivement quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous envisagez d'arrêter ou de réduire la production laitière, donc le départ à la retraite pour 45%, des raisons financières, donc un prix du lait jugé trop faible, un manque de visibilité sur le prix, un manque de rentabilité, et arrive assez vite la question de la charge de travail avec les horaires, l'astreinte des horaires, le manque de reconnaissance de la société et la perte de confiance dans la filière. Et globalement, quand on leur demande de se positionner vraiment entre est-ce que c'est plutôt pour des raisons financières ou est-ce que c'est plutôt pour des raisons de qualité de vie, on a en 2020 plus d'éleveurs qui disent que c'est pour des raisons de qualité de vie. Je vais arrêter là pour ce diagnostic et cette analyse finalement de la situation. Et je vais laisser la parole, à moins que vous ayez une question qui vous brûle les lèvres. Mais sinon, on a prévu de faire les questions après la présentation de Guillaume. Merci Benoît d'être notre organisateur. Bonjour à tous, je vais me présenter d'abord. Donc Guillaume Bourges, je suis le secrétaire général du Sud-Ouest. Alors qu'est-ce que c'est que le Sud-Ouest? C'est l'interprofession laitière Bretagne-Pays de Loire. Donc on est une section régionale du CNIEL et on décline en région l'ensemble des actions nationales et on a aussi nos propres actions au niveau de la région. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer pourquoi dans l'Ouest, l'attractivité des métiers, la problématique travail, le renouvellement des générations est un enjeu très important pour nous et de façon très factuelle. Et quels sont les enjeux derrière? D'abord, quelques chiffres de rappel, juste pour très rapidement. On produit, alors Bretagne-Pays de Loire, 9 milliards de litres, 38% de la production nationale. On fait 42% de la production de lait bio aussi au niveau national.
On a 40% de notre lait qui va à l'export. On a 1 million de vaches, 15 000 exploitations laitières, 66 entreprises et 55 000 emplois derrière. Donc, au-delà de l'enjeu du renouvellement des générations, on a aussi un enjeu économique derrière sur le fait que la filière laitière dans l'Ouest, c'est une filière importante au niveau économique. Et on parle de renouvellement des exploitations, mais j'en profite parce que de caractère un peu interprofessionnel aussi, c'est qu'on a aussi une problématique de renouvellement aussi dans l'industrie, dans les entreprises. Voilà. Et ça fait partie aussi du travail que l'on peut conduire. Alors, d'abord, on parle de renouvellement, mais le constat, tout d'abord, c'est qu'on a quand même une production laitière qui a eu sa progression là jusqu'à la période de fin des quotas. Et depuis la fin des quotas, on est globalement sur une stabilisation du volume. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on a un volume qui se maintient dans l'Ouest. Mais par contre, si on regarde, on a des disparités au niveau départemental. Alors, vous ne voyez pas de... On a des disparités départementales. Globalement, là, vous avez la Vendée. Donc la Vendée est rentrée dans une phase de restructuration assez importante où on a les volumes qui diminuent de façon régulière. On a des départements comme ici, qui sont les Côtes-d'Armor, où on a une progression du volume. Donc à partir de 2017, depuis on se stabilise, donc on a plutôt une production qui se maintient. Et je vais attirer juste votre attention sur deux courbes, qui sont ces deux-là, qui sont les Côtes-d'Armor et le Morbihan, qui ont eu globalement une stabilisation, mais on observe depuis début d'année 2020 un décrochage. C'est-à-dire que petit à petit, on voit que la production est en train de diminuer. Et quand on regarde sur cette explication, et ça va peut-être... voilà, on commence à avoir un petit frémissement sur le décrochage de la production. Et une des raisons peut-être qui peut expliquer ça, et c'est multifactoriel, donc c'est difficile de le faire, c'est que là, vous avez l'évolution du nombre de points de collecte, l'évolution du nombre de points de collecte année après année. Donc plus vous êtes en bas, plus le taux de départ d'activité est important. En rouge, vous avez la France, et en bleu, vous avez l'Ouest. Sur les années 2011 jusqu'à 2015, globalement, l'Ouest restructurait moins vite que la France. Voilà. Il y avait moins de départs que la France. Entre 2015 et 2018, on était à peu près au même niveau. Et vous voyez, depuis 2019, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire qu'on a plus de départs et d'arrêts de points de collecte dans l'Ouest qu'en France. En sachant que la moyenne française, elle tient compte de la moyenne de l'Ouest. Hein. Donc, ça veut dire qu'entre régions, il y a vraiment ce gap qui s'est construit. Donc, on observe qu'on a une accélération de la restructuration au niveau de l'Ouest. Et ça, pareil, avec une disparité entre les départements. Vous avez des départements qui sont à moins 4,5. Vous voyez la Vendée, on est à quasiment moins 5% de points de collecte d'une année sur l'autre. Et on a des départements qui sont un peu mieux. Le Loire-Atlantique, on est à moins 3,41. Et la Sarthe, par exemple, qui est à moins 2,50. Voilà, donc la Sarthe, le nombre de points de collecte diminue moins vite. Une des conséquences de ça, qui explique aussi peut-être la dynamique laitière, c'est qu'on a un effectif de nombre de vaches qui diminue. Voilà, depuis 2019, on a perdu à peu près 100 millions de vaches, voilà, sur le Grand Ouest. Alors, on a une collecte qui se maintient. Donc ça veut dire que globalement, on a des vaches celles qui restent produisent un petit peu plus. Hein, voilà, donc on a gagné en productivité, on a gagné en productivité dans les vaches, on a gagné en productivité du travail. Mais voilà, on a quand même un constat, c'est que la courbe de nombre de vaches diminue. Et l'autre point, et qui est là vraiment dans l'analyse des données, c'est que globalement dans l'Ouest, on a une pyramide des âges qui est très déséquilibrée. Vous avez là, en vert, c'est la France, donc c'est la moyenne française. Donc ici, on est sur la tranche d'âge 50, 54, 60 ans. Et vous voyez qu'en bleu, c'est la pyramide des âges bretonne. Et donc globalement, on a une pyramide des âges qui est beaucoup plus accentuée, avec une population de producteurs beaucoup plus importante dans la moyenne âge 50-60 ans. Donc c'est des producteurs qui vont partir à la retraite là dans les 5 à 10 ans. Quoi, hein. Voilà. Donc ça explique aussi ce que expliquait Noël sur les intentions d'arrêt dans les années à venir. C'est-à-dire qu'un producteur qui se projette,
se projettent en disant moi, dans 5 ans, je suis à la retraite. Donc voilà, je prévois d'arrêter avec peut-être un arrêt anticipé parce qu'il a la possibilité peut-être de faire autre chose en attendant d'avoir la retraite à taux plein. Et si on regarde par département, eh ben, on peut avoir des éléments d'explication, notamment sur... Tout à l'heure, je vous montrais que dans le Finistère, on observait un petit décrochage. Là, vous avez le pourcentage d'éleveurs inférieurs à 40 ans. La moyenne nationale est à 25. Ben, dans le Finistère, on est à 20%, inférieur à 40 ans. Dans le Côte-d'Armor, à 21. Le Morbihan, 19. Et l'Ille-et-Vilaine, 22. Je ne vais pas faire tous les départements français. Et supérieur à 55 ans, la moyenne nationale est à 28. En Finistère, on est à 33. 28% pour les Côtes d'Armor, 28% pour le Morbihan et 27% pour l'Ille-et-Vilaine. Donc vous voyez qu'on a un décalage, notamment si on prend l'exemple du Finistère. On a moins de jeunes et plus de personnes qui sont proches de la retraite. Voilà. Et donc, quand on fait un petit graphique, un petit peu pour voir la dynamique, eh ben on s'aperçoit qu'on a le département du 29 qui est ici, qui est dans ce qu'on appelle un déséquilibre fort, et donc on est dans le choc démographique, et on est dedans, là, ça y est, on est rentré dedans, c'est-à-dire que les personnes qui sont proches de la retraite partent à la retraite, et ben derrière, il faut assurer le renouvellement. Donc on est en plein dedans. On a les départements 56, 22, 35, la Mayenne également, qui est dans un choc démographique à venir, c'est-à-dire qu'on est juste dans l'équilibre. On a un déséquilibre démographique faible à nul, ben on l'a vu tout à l'heure, la Sarthe, le 44, le 49. Donc on voit qu'on a des départements qui sont notamment un qui est déjà rentré dans ce choc démographique, et on a un certain nombre de départements qui vont y rentrer là, dans les années à venir, quoi. Et c'est tout notre intérêt, nous, de travailler sur ce sujet-là pour essayer de compenser ça. Alors la compensation, elle arrive évidemment par les installations. Ce qu'on constate, c'est quand même qu'on a une dynamique d'installation. Alors elle est assez stable, hein. Pour le Grand Ouest, on est entre 650 et 700 installations par an. Voilà, c'est assez stable d'année en année. Alors on s'aperçoit qu'en termes de taille de troupeau, on installe avec des tailles de troupeau un petit peu plus importantes. Voilà, donc ça compense, entre guillemets, et ça explique pourquoi le volume aussi se maintient. Mais on voit qu'on est assez stable en termes de nombre d'installations. C'est à peu près le cas dans toutes les régions, sauf par exemple dans l'Est. Chez toi, Samuel, hein, on est un petit peu en recul. Et donc, une fois qu'on a fait les départs et les installations, on regarde où on en est du taux de remplacement, ce qu'on appelle le taux de renouvellement, hein. Et donc, nous, dans l'Ouest, on est à peu près à 41%. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas, évidemment, on ne remplace pas un éleveur sur 2, voilà, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour nous, dans l'Ouest, d'être dans ce travail sur l'attractivité, sur faire venir des jeunes, faire venir aussi des salariés, parce qu'on voit bien, on n'arrivera pas à 1 pour 1, quoi. Ça va être compliqué. 1 pour 1, ça va être compliqué, mais on peut arriver sur des exploitations en faisant venir des salariés sur les exploitations pour être dans cette dynamique-là. Donc en conclusion, quand même noter qu'on a une production ouest qui est stable. On a des disparités départementales, c'est-à-dire qu'on peut difficilement traiter tous les départements de la même façon. Voilà. Et on voit qu'on est à des étapes différentes au niveau de la région et du bassin. On a des départements qui sont déjà engagés dans le choc démographique, notamment le Finistère, et un niveau d'installation stable, mais qui ne compense pas les départs. Et donc tout notre enjeu, c'est de maintenir ce niveau d'installation. Si on peut l'accroître, c'est encore mieux, mais voilà, d'être dans cette dynamique. Voilà pour la présentation très factuelle de ce qui se passe dans l'Ouest. Est-ce que vous avez là, on peut faire une petite séquence de questions, si vous voulez, et ensuite on passera à l'organisation du travail et aux présentations qui suivent. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a des questions au fond de la salle, je peux amener un micro. Bon, on va continuer alors. Donc on va passer à la deuxième partie du sujet.
et donc sur les freins à l'organisation du travail. Donc ça, ce sont des études que l'on a fait auprès des éleveurs laitiers qui nous ont exprimé les principales contraintes autour du métier. Donc on l'a déjà dit tout à l'heure, mais juste pour que vous les ayez en mémoire. Donc la question de la désertification, on a dit l'isolement. Donc cette question de producteurs de lait qui se trouvent de plus en plus isolés dans leurs exploitations et dans leur région. La difficulté du métier de la compatibilité avec la vie personnelle. On a des éleveurs qui disent le célibat dans le monde agricole, qui est-ce qui veut être avec un éleveur qui travaille 70 heures par jour, j'ai peur par semaine, pardon. J'ai peur de mettre mon couple en péril. Vous voyez, donc des verbatims de cette nature. La contrainte de la traite, 2 fois par jour, tous les jours de l'année. La charge de travail, je suis débordée, je bosse effectivement 70 à 80 heures par semaine. Ça, c'est ce qui est exprimé sur ces difficultés. Donc, quelles solutions ? Il y a plusieurs solutions et on en parlera à travers votre présentation, mais ce qui ressort globalement, c'est d'abord la réflexion autour d'un modèle viable et soutenable pour l'éleveur laitier. C'est de réfléchir à ces pratiques, de maîtriser peut-être, ce sont des questions, la taille des troupeaux. Pour avoir entendu des éleveurs se prononcer, certains effectivement se sont agrandis, et puis il n'y a pas eu forcément la main-d'œuvre pour accompagner cet agrandissement. Donc la nécessité de trouver des solutions d'organisation, la formation. Et dans la formation, c'est sensibiliser les jeunes à l'importance de se ménager. C'est vraiment quelque chose d'important, de mettre en place une organisation qui permette de libérer du temps, d'autant plus que les jeunes générations sont moins enclines à travailler comme les anciennes générations. Donc, ils ont un modèle devant eux qui ne leur fait pas forcément envie. Donc, il y a cette question à avoir sur je veux me dégager du temps libre, je veux me dégager des week-ends, je veux me dégager des vacances. Comment je me mets en place pour pouvoir répondre à ces questions-là ? Bien évidemment, sensibiliser les futurs éleveurs aux réalités du métier et aux écueils. Donc, il faut regarder la réalité en face. Et après, c'est l'accompagnement et le conseil. Donc, dans l'accompagnement, c'est faciliter l'accès à une main-d'œuvre salariale de remplacement, compétente et fidèle, parce qu'on entend souvent dire que c'est difficile d'avoir du personnel qui soit pérenne. Repérer bien évidemment les signes de fragilisation dans les élevages et favoriser les rencontres entre les éleveurs. C'est des pistes qui sont sorties des résultats d'études que l'on a pu faire. Je vais du coup passer la parole. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Sophie Chauvat et je travaille donc à l'Institut de l'élevage dans un service sur l'approche sociale et le travail donc en élevage. Et mon thème de travail, c'est bien les questions d'organisation et je suis coordinatrice donc du réseau mixte technologique Travail en agriculture. Merci pour cette présentation. Donc, moi, je vais vous présenter l'application Déclic Travail, qui se veut en partie un élément de réponse donc aux difficultés rencontrées par les éleveurs, notamment sur les questions de travail, de conditions de travail. Donc, ce n'est pas la seule réponse possible, mais elle cherche à contribuer, à améliorer ces questions-là. Donc, Déclic Travail, c'est une application, donc une plateforme de contenu pour sensibiliser les éleveurs aux questions de travail, de conditions de travail, d'organisation du travail. Voilà. Et comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, bien évidemment, cette application est le résultat d'un travail collaboratif, même si c'est moi aujourd'hui qui présente les travaux. Alors, en 2 mots, en un peu plus de 2 mots, c'est quoi Déclic Travail ? Alors, Déclic Travail, c'est, comme je le disais, une application à destination des éleveurs. Alors, des éleveurs aujourd'hui de ruminants, donc bovins-lait, évidemment, bovins-viande, ovins-lait, ovins-viande et caprins aussi, qui peuvent, j'allais dire, utiliser cette application.
Mais elle est également, cette application, mobilisable, pas seulement par les éleveurs, mais aussi par les conseillers, les préventeurs, les enseignants, les formateurs et pourquoi pas les étudiants. Je vous vois ici assez nombreux. Alors, elle est le fruit, cette application, d'un large partenariat professionnel avec notamment, bien évidemment, le CNIEL, avec qui nous travaillons très souvent sur les aspects sociaux, mais aussi la CNE, nos collègues wallons avec le Centre de recherche agronomique de Wallonie, mais aussi la NICAP, les chambres d'agriculture, évidemment l'Institut de l'élevage qui a été maître d'ouvrage donc de l'application, et avec une implication technique aussi du RMT Travail en agriculture sur les aspects complètement techniques de l'application. Alors, cet outil, il a pour vocation donc, je l'ai dit, je le dis une troisième fois parce qu'on m'a dit qu'il fallait répéter pour que ce soit bien, bien compris. Il a pour objet essentiel de sensibiliser les éleveurs à leurs conditions d'exercice du travail. D'accord ? Donc, ce n'est pas un outil qui va apporter toutes les réponses, mais elle va mettre les éleveurs en réflexion sur ce thème-là, qui n'est pas forcément très commun dans l'accompagnement agricole. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'économie, la technique, l'environnement, mais les questions sociales ne sont pas toujours abordées de façon générique, on va dire. Alors, l'outil a aussi pour objet de faciliter le conseil et l'accompagnement des éleveurs, puisque dans cette application, on va retrouver, j'allais dire, un répertoire de conseillers, préventeurs, techniciens, qui ont des compétences donc, sur le travail et auxquelles l'éleveur pourra faire référence une fois l'autodiagnostic réalisé. L'application aussi, elle vise à mutualiser et à organiser les solutions de travail, les ressources que produisent les partenaires au niveau national, les partenaires du développement, sur les solutions et l'accompagnement sur le travail en agriculture et en élevage. Et donc, également, on a une harmonisation de la présentation des pistes de solutions qui permettent effectivement d'avoir une lisibilité plus grande de ces ressources en élevage. Donc. Et puis, en fait, l'objet aussi, ce serait d'animer les partenaires et praticiens des Click Travail qui sont référencés dans l'application. L'idée étant de créer un groupe de spécialistes travail pour accompagner toujours mieux les éleveurs, mais aussi qui vont produire et mettre à jour cette application parce qu'ils vont, par leur expertise, nous apporter de nouvelles solutions de travail. Effectivement, on a déjà pas mal de solutions dans la banque de ressources, mais c'est comme tout, il faut toujours avoir des solutions plus actualisées parce que ça change en permanence et une application ne peut vivre que si elle est actualisée, up-to-date, etc., etc. Alors, très concrètement, cette application comporte 2 entrées principales. La première, la principale de la principale, c'est celle qui est destinée aux éleveurs qui vont pouvoir réaliser un autodiagnostic sur le travail, un autodiagnostic très rapide en une dizaine de questions pour mettre en avant, j'allais dire, leurs attentes et leurs questions sur leurs problématiques travail en fait. Et la deuxième entrée, on peut directement entrer sur la banque de solutions travail. On n'est pas obligé de faire un autodiagnostic parce que bien évidemment, quand on est conseiller, formateur, enseignant, on ne va pas remplir l'autodiagnostic, mais on peut être intéressé pour aller consulter l'ensemble des fiches solutions, des trucs et astuces qui sont présents dans la base. Quand je reviens à l'éleveur, une fois qu'il a réalisé son autodiagnostic, qu'il a répondu aux quelques questions sur ses motivations au travail et son questionnement au travail, il va obtenir une synthèse des résultats avec une proposition de solutions adaptées qui sont directement extraites de la banque de solutions, mais on ne leur propose pas toutes les solutions, on propose les solutions qui correspondent à leurs propres questions et à leurs problèmes sur le travail. Et enfin, une fois que l'autodiagnostic est réalisé, si on trouve qu'on n'est pas allé assez loin, on peut consulter un conseiller près de chez soi, en tant qu'éleveur, c'est-à-dire qu'on a répertorié les conseillers dans chaque département, les conseillers travail. Alors, cette application, peut-être le plus important de tout, elle est en ligne, elle est gratuite, accessible par tous et par toutes les personnes qui sont dans cette salle, celles qui sont au SPACE,
et dans le monde entier. Voilà, hein, on est modeste, mais c'est une réalité. Donc on peut la consulter sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son smartphone, et j'imagine que là tous les étudiants ils vont tout de suite prendre leur téléphone portable et cliquer sur des clics travail pour aller voir l'application. Alors c'est un site de référence parce qu'on a aujourd'hui déjà à son lancement plus de 60 fiches pistes de solutions donc sur des clics travail, plus de 100 trucs et astuces aujourd'hui et plus de 100 conseillers qui sont référencés dans l'application et que l'on peut contacter. Donc voilà. Et c'est aussi un outil en évolution parce que, comme je le disais, une application, elle ne pourra être pertinente que si elle vit en permanence. Donc aujourd'hui, on met à jour régulièrement la base documentaire en ajoutant des pistes de solutions, voire en enlevant certaines qui sont obsolètes. Enfin, on n'en est pas trop là encore aujourd'hui. Et également en mettant à jour régulièrement la base des conseillers qui s'étoffe petit à petit. Hein. Donc, en quelques mots, l'autodiagnostic, simplement pour vous montrer sa facilité, on va répondre à une dizaine de questions sur le ressenti travail. Donc là, j'en ai mis 3 parce que je n'avais pas la place d'en mettre beaucoup plus. Donc je dis sur la gestion des ressources humaines. Là, on voit qu'on a des questions sur le salariat ou même l'entente entre membres du collectif de travail. Mais aussi, on a des questions sur l'organisation, sur l'articulation vie privée-vie professionnelle dont on a parlé et sur les questions de conditions de travail aussi qui sont rarement abordées en élevage, pénibilité, stress, santé, sécurité, etc. Et ensuite, on demande simplement pour pouvoir proposer les solutions les plus pertinentes, de faire un zoom sur certaines tâches, c'est-à-dire vous nous avez dit que vous étiez surchargé sur le travail, que vos conditions de travail étaient pénibles, mais ça concerne plutôt quoi? La traite, l'alimentation des jeunes, des adultes, etc. Donc on demande cette précision. Et là, on voit que très rapidement, on a sur les solutions, une fois que l'autodiagnostic est rempli, en quelques minutes, des pistes de solutions sont proposées. Et d'un seul coup d'œil, vous pouvez déjà avoir des choix. On a mis des indicateurs très visibles comme le coût, le délai de mise en œuvre, les compétences nécessaires à la mise en œuvre, etc. Et quand on est intéressé par une question, on clique sur la fiche solution et elle s'ouvre intégralement. On peut aller ensuite la lire, bien évidemment, voire la sauvegarder sur son ordinateur, bien évidemment, ou son smartphone. Alors, je fais un petit zoom sur les conseillers, donc. Sur la liste des conseillers, nous avons plus de 100 conseillers référencés. Donc, essentiellement, aujourd'hui, c'est la PCA qui fournit un gros staff de conseillers, ainsi que la MSA pour les préventeurs et les conseillers en préventeurs sur la santé et la sécurité. Mais il y a bien sûr la FCEL et le BTPL et d'autres structures, bien évidemment, qui sont un peu moins représentées. Donc, on voit aussi qu'on a déjà un partenariat important, un staff technique important avec lequel on travaille et qui est répertorié, notamment, on voit ici que pour chacun, on a la spécialité travail qui est indiquée, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines, mais on a aussi des gens spécialisés sur la santé, sur la sécurité, des ergonomes, etc. Et aussi, ainsi, on peut voir à qui l'on s'adresse en fonction de ses besoins. Et enfin, on a aussi un accès direct aux fiches, je vous l'ai dit au départ, on n'est pas obligé de passer par l'autodiagnostic, surtout si on n'est pas éleveur. Et cet accès direct aux fiches, il donne accès aux 60 fiches solutions, aux 64 fiches solutions, aux 100 trucs et astuces, et à travers des filtres de filière. Par exemple, quand on est en production laitière, bovin-lait, on veut des solutions spécialisées sur la filière bovin-lait, on peut le choisir. Et également, elles sont répertoriées par thème, de façon à apporter de la pédagogie, montrer que les solutions de travail, ce ne sont pas uniquement des solutions sur le matériel, mais ce sont aussi des solutions d'organisation et des solutions, de réorganisation de la main-d'œuvre. On l'a vu, salariat partagé, service de remplacement, etc. Voilà. Et les fiches solutions, je l'ai dit, peuvent être sauvegardées. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais. Alors là, je vais passer un peu vite. Je vous remercie donc de votre attention. Et juste une petite mention spéciale, simplement vous dire que cette application a obtenu
Cette application a obtenu donc une mention spéciale aux Inel d'Or. Les Inel d'Or sont un trophée de l'innovation proposé par la France agricole, et elle a obtenu un sommet d'or donc pour les sommets d'élevage 2021. Voilà, c'est la petite anecdote. Voilà, et vous trouvez ici l'adresse pour vous y connecter et pour l'essayer. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions aussi pour les autres. Je vois que j'ai été claire, hein, comme d'habitude. S'il n'y a pas de questions, moi je voulais juste en poser une. Est-ce qu'on a une idée, puisque en fait cette plateforme est destinée à plusieurs filières, est-ce que c'est beaucoup d'éleveurs laitiers de vaches qui y vont, ou est-ce que la consultation est partagée dans les différentes filières? Est-ce qu'on en a une idée ou pas? Alors, le problème, c'est que les chiffres... la consultation est partagée parce que d'une part, elle est partagée entre des éleveurs, des conseillers, des techniciens. Donc, on n'a pas non plus forcément la filière, effectivement, et donc elle est très partagée. Et je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas que des éleveurs qui s'y connectent. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous dire, il n'y a que les éleveurs laitiers, mais je ne peux pas répondre à ça. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Non, juste. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter aussi? C'est pas important. Mais si. Non, mais simplement formateur en agriculture. Non, mais il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. On voit qu'il y a qu'un éleveur sur laitier sur deux qui est remplacé. Il n'a pas été question, notamment, des salaires. Moi, je pense que la reconnaissance, ça passe bien sûr par un bien-être et une relation positive entre un employeur et un salarié, mais je pense aussi que ça passe par un salaire correct. Alors, par rapport aux jeunes qui sont dans cette salle, est-ce que demain, on peut aussi bien vivre en tant que salarié vacher? Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire si on veut attirer des jeunes, il faut aussi qu'ils puissent bien vivre de leur métier. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour les éleveurs laitiers, mais en même temps, et là je vais provoquer un peu, je me permets, monsieur, c'est que des fois, j'ai l'impression parfois que certains s'interrogent moins quand il faut investir dans du matériel que pour rémunérer un salarié. Ma question est un peu provocatrice, mais je vous remercie. Elle est un peu provocatrice et elle tombe bien parce que justement, enfin, je pense, j'attendais de voir les questions, les interventions qu'il pouvait y avoir par rapport à la salle, et j'avais deux petits témoignages. Je voulais justement vous parler de mon cas à moi en tant qu'employeur, parce que comme je vous l'ai dit en début de séance, j'ai un salarié à temps plein et un autre à temps partiel chez moi. Mon salarié à temps plein, en fait, je vous explique ça et je répondrai à votre question après. Il est arrivé par un groupement d'employeurs insertion qualification. C'était un chômeur de longue durée qui n'était pas du milieu agricole. Et aujourd'hui, j'ai eu 1 an de contrat avec ce gars-là. Moi, je suis à mi-parcours, j'ai 47 ans. C'est un mec qui est juste un peu plus jeune que moi. Donc, c'est pas un jeune sorti de lycée. J'ai pris le temps de lui expliquer les choses. Aujourd'hui, il est peut-être pas sur une grille salariale très motivante. Grosso modo, il est juste au-dessus du SMIC. Mais il a cette reconnaissance d'avoir été remis dans le monde du travail. Cette reconnaissance, même si c'est pas un champion sur les tracteurs, d'être capable de traire tout seul, de reconnaître les vaches, c'est quand même les salariés qu'on a le plus de mal à trouver, les trayeurs, par rapport aux conducteurs de tracteurs. Je pense que c'est pas toute l'Assemblée qui va me contredire par rapport à ça. Et aujourd'hui, il a cette reconnaissance. Alors, l'évolution salaire viendra sans doute par la suite. Moi, j'ai été, à titre perso, un petit peu choqué d'entendre qu'on ne peut pas payer un salarié trop cher parce que sinon, il touchera plus que l'exploitant. Je l'ai entendu dans un reportage très récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a eu un reportage qui est passé sur les problèmes dont on parle aujourd'hui, hein, sur les problèmes de recrutement en agricole. Et pour moi, c'est pas inconcevable, quoi. Enfin, non, oui. Non, oui. Pardon.
Pour moi, ça n'a rien d'inconcevable, justement. Et l'enjeu, on le voit. On n'aura peut-être pas tous les exploitants, tous les associés pour remplacer les départs en retraite. L'enjeu du salariat, on sait qu'on sera beaucoup de fermes avec pas forcément beaucoup de salariés. On parlait déjà de salariés qui se faisaient piquer d'une structure à l'autre. La fidélisation, enfin, que ce soit dans l'agricole comme dans les autres, elle passe par la valorisation, comme vous avez dit, et par la reconnaissance du travail, mais également par le salaire, quoi. On sait que même si en tant qu'exploitant, selon nos productions, selon la conjoncture, on peut avoir du mal, ça peut ne pas forcément être facile pour nous au niveau revenu, mais on sait aussi qu'un salarié, ça reste un salarié. S'il vaut de l'argent, il faut lui donner cet argent-là. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Alors après, on a toujours nos limites qui sont économiques, mais ça fait partie de cette valorisation-là. La deuxième chose que je voulais vous dire, parce que alors il y a plein de jeunes. Comme je vous l'ai dit, moi je suis à peu près à mi-parcours puisque ça fait 20 et quelques années maintenant que je suis installé. Je sais pas, je vais pas vous faire forcément tous intervenir, mais est-ce que vous avez tous, je m'adresse aux plus jeunes, des lycées, excusez-moi, est-ce que vous avez tous un projet? Est-ce que la charge de travail par rapport à votre vie sociale que vous avez aujourd'hui en tant que lycéen, est-ce que la charge de travail dans votre éventuel futur projet professionnel, c'est quelque chose dont vous avez conscience? Parce que moi le premier, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience. À 20 ans, j'aurais été prêt je me suis installé à 22 ans, j'aurais été prêt à y passer passionné d'élevage, donc passionné par mes vaches. J'aurais été prêt à y passer un temps fou. Avec le recul, je me dis, c'était pas forcément... bon, voilà, ça... C'était... Oui. Entre 22 ans et aujourd'hui, là vous avez 25 ans de pratique. Ouais. Est-ce que quel a été le changement dans votre organisation du travail? Ouais. Là, entre vos 22 ans et 47, ça fait 25 ans que vous êtes installé. Ouais. Quels sont les 2 points importants en fait dans vos changements de pratique sur l'organisation du travail? Aujourd'hui, l'organisation du travail, elle est simple. C'est juste que quand je me suis installé, j'étais associé en famille avec mon oncle qui est depuis parti à la retraite. Donc on avait une façon de travailler. On était aussi, sans rentrer dans les détails, dans des très vieux bâtiments qu'il a fallu investir fort pour avoir des conditions de travail, être aux normes et tout, qui ne permettaient pas financièrement d'avoir un salarié. Donc la charge de travail, elle était beaucoup plus importante. Maintenant, enfin, ramener à la personne. Sur ma tête à moi, la charge de travail était beaucoup plus importante avant que maintenant, quoi. Comment vous le voyez, votre avenir au niveau travail, les jeunes? Non, mais c'est pas facile de prendre le micro, on est d'accord, mais s'il y en a un qui veut parler sans micro, qui a quelque chose à dire par rapport à ça. C'est que on sait que quand on s'installe, on parlait de salaire, la rémunération à l'heure, voilà quoi, l'organisation elle est vraiment à mon avis importante, histoire de pouvoir retrouver une rémunération à l'heure assez satisfaisante quand même, parce que s'installer pour avoir, je sais pas, 3 € de l'heure, vite fait quoi. On est bien d'accord, mais c'est bien. C'est bien que des lycéens aient déjà cette approche-là, parce qu'on voit beaucoup... On nous dit souvent qu'on a un métier passion, qu'on peut accepter n'importe quoi, mais... Moi, je voulais revenir un peu sur la question qui avait été piquante de monsieur. Je sais pas. Et je pense que si on avait voulu gagner de l'argent, on serait pas devenu agriculteur. Hein. Et je pense que ça doit plus venir d'une passion et qu'on doit aujourd'hui plus regarder, pour moi en tout cas, dans la direction de l'environnement et de notre impact. Je pense que c'est important. Et sans forcément parler de salaire, même si bien évidemment on doit pouvoir en vivre et les salariés doivent pouvoir en vivre aussi.
On est d'accord, sauf que l'aspect passion, quand on a 20 ou 25 ou 18, l'aspect passion, c'est ce qui prime, et c'est ça qui fait la force de l'agriculture aussi, c'est qu'on a quand même des... Oui, mais on est d'accord. Mais c'est bien d'avoir eu les deux avis l'un d'un côté de l'autre. En vieillissant, on se rend compte que la fougue et la passion suffisent pas et que l'organisation précise du boulot pour avoir une rentabilité à l'heure importante est primordiale aussi, quoi. Et juste un dernier détail, sur l'organisation du travail, mon salarié qui est arrivé chez moi par le groupement d'employeurs Insertion Qualification, il a été très clair au départ, il a dit « Moi, il me faut un certain temps pour comprendre les choses. » On a refait des fiches, comme en maternelle. Je n'oublie pas de me laver les mains quand je sors des toilettes. On a refait des fiches pour tout, qu'on a placardé partout dans la laiterie. Et j'ai des gars du service de remplacement qui interviennent chez moi ponctuellement et qui m'ont dit au moins on n'a pas à courir après les infos. Alors ça peut être un peu... C'est des protocoles comme dans les entreprises. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire rentrer dans la tête des agriculteurs parce qu'on bosse souvent tout seul, souvent en famille, avec des consignes qui sont transmises comme ça. La transmission des consignes entre associés, aux salariés ou même au service de remplacement le cas échéant, c'est quelque chose qui est primordial. Et ça permet de se remettre en question soi-même. Quand on remet toutes les étapes, le temps qu'il faut pour faire telle chose, ça permet de se remettre en question soi-même sur son temps de travail. Alors moi je suis bien d'accord avec l'aspect passion du métier, mais je considère qu'à partir du moment où l'agriculture c'est la base du monde, quand on est agriculteur, on nourrit le monde. Alors je ne suis pas d'accord de dire je me sacrifie pour les autres et je nourris le monde en plus de ça. Je suis d'accord qu'il y a certaines passions là où on fait des sacrifices, mais l'agriculture c'est pas la peinture. On peut pas vivre sans. Alors voilà. Je voulais juste dire un mot sur cette question économique. C'est vrai que dans notre démarche de responsabilité sociétale France Terre de Lait, la question économique, j'ai parlé du volet social, mais le volet rémunération est un point vraiment d'attention. C'est-à-dire qu'il faut redonner de la valeur aux produits, il faut redonner de la valeur au travail, il faut redonner de la valeur financière et de la rémunération. Et donc c'est un objectif également qui est au cœur de la démarche de responsabilité sociétale pour laquelle on s'est donné des engagements à l'horizon 2025. On espère, c'est au cœur de notre... Parce que si on veut attirer des jeunes, on est tout à fait conscient que ça passe par une qualité de vie et une qualité de rémunération effectivement acceptable pour tout le monde. Sinon, on n'aura plus de personnes qui viendront dans nos métiers. Donc, c'est vraiment très important. Et c'est un enjeu qui va plus large que la production. Ici, on parle des conditions de travail de l'élevage, mais c'est un enjeu pour toute la filière, parce qu'il faut des jeunes motivés pour traire les vaches, des jeunes motivés pour transporter le lait, des jeunes motivés pour le transformer derrière. Donc, c'est très important. On clôt ? Il n'y a plus de questions dans la salle ? Si ? Allez, dernière question vite fait. Oui, je me lève juste un tout petit peu. Didier Roinson de Serre France. Je suis surpris que dans les formes d'organisation du travail, on ne constate pas plus de développement des formes sociétaires avec plusieurs associés qui finalement pourraient être sur un même site où on a peut-être moins d'investissement de structure et avec une souplesse dans l'organisation du travail aussi qui pourrait se faire, ce qui était peut-être le cas en particulier dans le passé de la Vendée, mais sauf qu'avec plus de formes de GAEC, mais sauf qu'on constate que chez eux ça diminue plus vite qu'ailleurs. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus ? Alors moi je suis agricultrice, je suis agricultrice avec mon mari. On a 3 enfants associés avec nous, donc on est exactement dans ce que vous décrivez. Et on a... oui, alors je suis donc agricultrice avec mon mari et mes 3 fils sont installés avec nous, donc voilà, des jeunes qui ont la passion mais qui veulent aussi vivre de leur métier. Et notre fille veut rejoindre l'exploitation, donc on est vraiment dans le modèle que vous prônez.
Mais par contre, il y a beaucoup d'exploitations où il y a des associés qui partent et les jeunes n'ont pas envie de rentrer dans le projet qui est déjà tout prêt, où on n'a plus qu'à y mettre les bottes, quoi. Les jeunes, on le voit, il y a une inéquation entre l'offre des exploitations disponibles, des places, et parfois des agriculteurs sont contraints, quand il y a une différence d'âge entre associés, ils ne trouvent pas de remplaçants. Et en fin de compte, c'est l'exploitation elle-même qui arrête, parce que celui qui reste, s'il est à 10 ans de la retraite, il ne peut pas se permettre d'acheter les parts sociales de celui qui part et d'embaucher en plus quelqu'un pour faire le travail. Donc c'est vrai que les jeunes, parfois, ils ne voient pas forcément les avantages de la structure sociétaire qui, je peux vous dire, a des avantages. Il faut une très bonne organisation du travail, parce qu'il faut beaucoup de dialogue, et en plus quand c'est en famille. Mais par contre, ça donne aussi de la souplesse pour pouvoir se libérer, avoir du temps, se dégager du temps de vacances. Et c'est vrai que c'est top, quoi. Comme moi je dis, on met les vaches ensemble, mais après, on peut à chacun avoir une vie à côté. Mais c'est vrai que c'est très bien, mais ce n'est pas forcément ce que les jeunes recherchent, quoi. Mais c'est vraiment à mettre... Peut-être qu'il faut inventer une autre société qui ne s'appellerait pas GAEC, ça pourrait être autre chose. Mais je pense qu'on a à travailler là-dessus, sur cette forme sociétaire. Ça, c'est sûr. En élevage laitier, de toute façon, il faut une présence continuelle. Donc, et puis par rapport au salariat, de toute façon, enfin la filière, pendant que j'ai le micro, de toute façon, c'est un enjeu de filière, hein. On a bien vu avec la pyramide des âges, il faudra forcément des bras pour faire du lait, parce qu'il y a même dans n'importe quel pays au monde, il y a à peu près une personne pour 50 vaches. Donc si ce n'est pas un exploitant, ce sera un salarié. Et bien sûr qu'il faut payer les salariés, parce qu'en plus, on a de la concurrence. On voit qu'en ce moment, les autres, ça recrute de partout. Donc en plus, si on n'a pas un métier qui a la cote, entre guillemets, il faut le rendre attractif et il faut surtout bien le payer. Mais il faut aussi, c'est pour ça que Samuel et moi, on est à la Fédération nationale des producteurs de lait pour défendre cette partie-là de la rémunération. Parce qu'on ne peut pas être chef d'entreprise, parce que c'est ce que l'on est, avec des investissements. Nous, on ne compte pas à l'heure de travail, mais c'est comme les chefs d'entreprise. On ne compte pas comme ça, mais c'est normal que l'on vive avec les investissements que l'on a, le temps qu'on y passe. Et bien sûr, il faut la passion. S'il n'y a pas la passion, on fait autre chose. Mais on ne le fait pas pour faire fortune, ça c'est sûr. Merci Marie-André. Je conclus en remerciant tous les intervenants, vous remerciant tous pour votre attention.